Merci de votre présence ce soir pour ce webinaire consacré au hors-série numérique numéro 57, enseigné à distance, et qui a été coordonné par Jacques Crinon, que je présenterai tout à l'heure, et Caroline Natabékian. Et malheureusement, on a appris aujourd'hui que Caroline était atteinte du Covid, comme malheureusement beaucoup de gens, et aujourd'hui, enfin hier. Et donc, elle n'est vraiment pas en état de suivre ce webinaire, et elle va manquer. Et on la salue, mais on fera avec son absence, malgré tout. C'est dommage. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, toujours les recommandations que pas mal d'entre vous doivent connaître, c'est-à-dire conserver vos micros et vos caméras éteints, sauf les personnes qui vont intervenir dans ce webinaire. Et par contre, vous pouvez intervenir par le chat, qui sera scruté par Yannick Mével, directeur des cahiers pédagogiques ici présent. Vous avez aussi rempli lors de l'inscription un questionnaire et on va essayer de répondre à l'ensemble des questions, ou du moins à celles qui reviennent le plus souvent. Et pardon à ceux qui n'auront pas de réponse ce soir, mais je pense que vous les trouverez aussi à la lecture du dossier. Vous pouvez bien sûr donc acheter ce HSN, ce hors-série numérique, sur le site des cahiers. Vous verrez, donc on a maintenant un nouveau site depuis quelques jours et il est bien mis en valeur, ce hors-série. Vous le verrez dès la page d'accueil. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette revue qui paraît 8 fois par an, plus des hors-séries numériques. Et vous pouvez aussi adhérer à l'association qui publie cette revue qui existe depuis 70 ans et qui est importante dans le paysage pédagogique français et qui a eu un rôle actif pendant, depuis un an, avec le confinement, la continuité pédagogique. On a eu beaucoup de consultations du site et c'est aussi ça qui nous a donné l'idée de faire ce hors-série sur un sujet qui intéresse tout le monde, je crois. Donc ce webinaire sera mis en ligne rapidement et vous pourrez aussi autour de vous conseiller d'aller voir sur la chaîne YouTube des cahiers. Donc ce soir, on va accueillir plusieurs personnes, parce que c'est la coutume des webinaires de faire intervenir des auteurs du numéro. Donc il n'y aura pas, comme je le disais, Caroline, mais l'autre coordonnateur, Jacques Crinon, qui a enseigné à l'UFM INSPE SP de Créteil et qui a co-coordonné donc ce numéro. Et je signale qu'au passage, d'ailleurs, Jacques, qui est depuis très longtemps dans notre équipe du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, il y a déjà pas mal d'années, avait fait un numéro très novateur sur l'usage du fax et du Minitel. C'était une autre époque, mais à l'époque, c'était très novateur. Et il a continué aussi à beaucoup suivre ces questions du numérique, et pas seulement, puisqu'il a coordonné des numéros sur la lecture et sur l'écriture. Et nous accueillons aussi Laure Sochala, qui est professeure des écoles, doctorante en sciences de l'éducation, qui pourra nous dire quelque chose de son article dans cette publication. Et puis, en duo, Fanny Michelet, qui est professeure de SVT en collège, et Christophe Seyss, qui est professeur de SVT en lycée, mais qui est aussi coordonnateur Ulysse. Pour ceux qui ne savent pas, Ulysse, c'est pour les enfants qui sont handicapés mentaux, qui ont des difficultés cognitives. Et ce sera intéressant aussi d'évoquer cette question. Moi-même, Jean-Michel Zakartchouk, je suis professeur de lettres honoraire et membre de la rédaction des cahiers pédagogiques, ancien rédacteur en chef. J'ai coordonné de nombreux ouvrages et numéros. Voilà, et en général, ces webinaires sont donc coordonnés par une petite équipe avec Jean-Charles Léon, Yannick et puis Ben Aïda, qui interviendra aussi sur le chat éventuellement pour indiquer des ressources. Il y avait une autre personne aussi qui a eu des enfants en cas contact aujourd'hui, perturbés par le Covid. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Et je voudrais poser la première question à Jacques.
Euh, Est-ce qu'il est finalement déjà possible de tirer des enseignements sur l'école à distance avec plus d'1 an de recul? euh, et voilà, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette école à distance? C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce dossier. Et on a essayé de le faire de plusieurs points de vue. Alors, il y a un premier point de vue qui est celui de l'engagement des acteurs. Hein, ce qu'on peut dire, et ça, on l'a vu tout de suite, il y a eu un engagement absolument énorme dans un contexte pas facile, avec des collègues qui ont fait preuve de créativité, d'imagination, d'adaptation, qui ont inventé plein de choses et qui en ont, qui ont essayé, ceux qui témoignent le dossier, ont essayé d'en tirer des leçons. On a des articles qui essaient de faire le bilan de la période de confinement, de la manière dont ils ont réussi à mettre des choses en place à distance et à continuer à faire apprendre les élèves à distance. Alors certains le font avec des articles très subjectifs. Très subjectif. Je pense à l'article de Catherine Hurtig, hein, côté soleil et côté ombre, où elle monte sur un certain nombre de questions qui sont posées à elle, ce qu'elle en retient de positif et ce qu'elle en retient de plus de moins positif. Et puis, dans d'autres articles, les conclusions qu'on peut en tirer sont posées de manière plus objective. Hein. Laure Sochala parlera tout à l'heure de son article qui est tiré d'une enquête. Il y a une autre enquête sur la situation en Belgique francophone, hein, par Natacha Duroisin, donc des éléments de bilan. Et puis, on pourrait aussi tirer des leçons du point de vue des solutions trouvées. Hein, du point de vue de ce qui a pu donner satisfaction aux gens qui ont fait des choses. Hein, et on a plein d'articles qui sont dans cette veine. Hein, et pour essayer d'être un peu synthétique sur ces différents articles, on pourrait dire que, en général, hein, c'est des articles qui témoignent de projets. Je pense par exemple à celui de Valentine Dussert, hein, sur un projet avec des élèves de lycée en lettres, dans la continuité de ce qui avait commencé à se faire juste avant le confinement et puis qui s'est adapté, continué avec une réalisation tout à fait intéressante. Ou bien l'appui sur les capsules vidéo, hein, dans une perspective un peu de style classe inversée, que ce soit des gens qui pratiquaient la classe inversée avant ou qui se sont mis à réaliser des capsules à l'occasion du confinement, hein, ou des pratiques d'évaluation positive impliquant les élèves. Et puis, on a des articles qui mettent ça en perspective, qui vont dans le même sens d'ailleurs quant aux conclusions tirées. Je pense à celui d'Éric Bruyard, hein, qui parle d'école buissonnière, hein, et qui montre exactement la même chose. Ou celui de Georges Ferron qui fait une synthèse de recherche sur les conditions, hein, ce qu'on sait depuis déjà un certain temps, avec des adultes, hein, plutôt là, mais c'est tout à fait transposable dans les grandes classes. Hein. Il évoque les recherches sur l'autodirection, hein, qui est indispensable pour mobiliser les étudiants dans des conditions d'enseignement à distance. Bon, et puis
j'évoquerai encore un dernier article et puis je laisserai la parole pour d'autres questions. Hein. Un groupe de collègues coordonné par Sylvain Connac réfléchit au moment où le prof est absolument indispensable pour faire travailler les élèves et puis au moment où il l'est moins, et ce qui permet aussi de relativiser les choses et de mieux comprendre comment il y a des choses où l'autonomie des élèves peut être entière, que ce soit en classe ou à distance, mais c'est une réflexion particulièrement précieuse pour l'enseignement à distance. Merci. Moi, j'avais noté une formule que j'ai bien aimée de Yael Boudville, qui a écrit donc un numéro. Elle dit à un moment, période épuisante, mais période grisante également. Donc, je trouve que ça résumait bien pas mal de problématiques du numéro. Donc, je vais maintenant poser à Laure Sochala qui pourra te présenter un peu davantage l'article. Donc, tu as mené une enquête sur les pratiques enseignantes et qu'est-ce qui ressort de ces enquêtes, de cette enquête, étant donné que c'est une enquête plutôt pour l'école primaire. Oui, tout à fait, c'est ça. On a voulu un peu répondre à la question de comment le confinement finalement a changé les pratiques des enseignants, donc les enseignants du premier degré. Et donc cette enquête, cette recherche collaborative s'est appuyée sur un questionnaire, sur des entretiens avec des enseignants du premier degré, et ça a fait ressortir une certaine hétérogénéité, bien sûr, des pratiques, des outils, des vécus des enseignants lors de ces confinements. Ces enseignants qui ont par la suite fait rebondir cette expérience à distance qui s'était réalisée dans l'urgence, je tiens à le préciser, de manière, elle aussi, très hétérogène dans leur pratique actuelle dans les écoles. Lorsqu'on les interroge, et c'est là l'intérêt de l'article, parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'enseignants, lorsqu'on les interroge, et ce, quel que soit leur niveau de classe, les professeurs des écoles trouvent qu'ils ont gagné finalement en compétences numériques. Je vais prendre pour exemple l'usage de l'ENT. L'environnement numérique de travail était déjà bien connu dans le secondaire, mais très peu déployé dans le premier degré. Son arrivée était très récente dans certaines circonscriptions, voire absente dans d'autres. Donc de nombreux enseignants ont découvert de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles potentialités lorsqu'ils y avaient accès lors du confinement. Et où se sont familiarisés avec lui depuis la rentrée de 2020 en prévision d'une nouvelle fermeture de classe. Ils ont pu par exemple développer l'envoi des devoirs accompagnés en enrichissant de vidéos, de jeux en ligne pour réviser certaines notions. Ils ont aussi par exemple développé le partage des travaux des élèves en créant des blogs artistiques par exemple à l'intérieur de l'ENT, en associant l'usage des tablettes en classe qu'ils n'utilisaient pas forcément avant. Enfin voilà. Mais au-delà de ces acquis numériques, les enseignants témoignent finalement différemment de l'impact que le confinement a eu sur leur pratique. Certains enseignants, d'ailleurs, ne perçoivent pas de changement. À ce moment-là, le confinement a été perçu comme un élément parmi d'autres, leur demandant de s'adapter, comme ils le font déjà en classe habituellement. C'est comme ça qu'ils le témoignent. Et pour d'autres, eh bien, ils disent avoir, par exemple, pris confiance en eux dans leur communication avec les familles. Comme pour une enseignante qui nous expliquait qu'elle reste maintenant systématiquement à la grille de son école lors de la sortie des classes, lors de la sortie des élèves, afin de faciliter les échanges avec les parents, chose qu'elle ne faisait pas systématiquement avant le confinement. Les contacts réguliers finalement qu'elle a eu avec les familles lors de la classe à distance lui ont permis de briser un peu la glace qui pouvait se trouver dans son rapport qu'elle avait avec les familles. Et ça, c'est quelques exemples parmi d'autres. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser à une formule de Patrick Rayou qui a écrit aussi dans un numéro qui mène une recherche sur ce sujet où il parle de la distance qui rapproche dans certains cas. Je crois que c'est tout à fait ça, avec les familles. Il a étudié ce phénomène avec l'Institut français d'éducation. Il y a un article de lui aussi qui est très intéressant sur le cas d'un élève qui raccroche grâce à l'enseignement à distance. Je donne la parole maintenant en duo à Fanny Michelet et Christophe Seyss.
à propos de votre article qu'on a intitulé Storytelling sur Lumini. Oui. Un titre un peu mystérieux. Et donc, si vous pouvez expliquer ce titre et nous dire ce qu'était cette expérience. Alors, Voilà. pourquoi storytelling d'un cours Lumni? C'est un jeu de mots, hein, puisque quand on réalise une émission, il y a un storytelling. Et en fait, il y a une histoire. Et c'est c'est une histoire qui part d'abord d'une demande institutionnelle, en fait, de nos IPR qui nous ont appelés en nous disant, est-ce que vous voulez réaliser des cours filmés? Donc, on a accepté cette demande qui, dans ce cadre-là, et c'était en fait ces cours-là, c'était pour Lumni et France 4 lors du premier confinement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, c'est comment on a construit ça. Donc, on a construit ça, cette histoire de cette aventure Lumni. Nous, avec Christophe, on a fait 11 émissions. Et à chaque fois, on est parti, l'histoire partait d'un point du programme. Et après, là-dedans, dans ce cadre très institutionnel, cadré, donc il y avait à la fois les IPR et des IG qui contrôlaient ce qu'on faisait pour qu'on soit vraiment dans le cadre institutionnel. Et puis, on a voulu, nous aussi, mettre notre histoire, notre patte un petit peu par rapport à ça, d'où le terme storytelling. Est-ce que tu veux compléter, Christophe? Oui, je sais pas, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, très bien. Okay. Et puis c'est là que commencent les problèmes, en fait, parce que dès qu'on nous invite à travailler, Fanny et moi, alors pour la petite histoire, Fanny et moi, on ne se connaissait pas du tout, c'est qu'il faut trouver une convergence. D'une part, on travaille avec une personne qu'on ne connaît pas, même si c'est fantastique dans l'enseignement de travailler avec un collègue. Et puis d'autre part, il nous manquait une chose essentielle, c'était les élèves. On n'avait pas d'élèves et on imaginait que les élèves, en fait, il y avait une vague grosse caméra avec une perruque dessus. Et on devait imaginer finalement des élèves derrière cette caméra. On nous parlait de millions d'individus et surtout de familles. Alors avec Fanny, on a essayé de trouver des convergences pédagogiques au-delà de notre matière SVT et donc de l'institution et des inspecteurs qui nous chapeautaient. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de mieux? Qu'est-ce qu'on réussit de mieux avec des élèves? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un point commun, c'est qu'on aimait partir d'une histoire. Donc, double fonction en fait du storytelling, c'est-à-dire que nous, on raconte des histoires à nos élèves et il nous semblait que c'était particulièrement intéressant dans ce cadre, puisqu'on avait des parents et que les parents étaient nos adjoints, ils étaient un peu nos AVS. Et c'est eux qu'il fallait aussi capturer de manière à ce qu'on puisse travailler en collectivité. Donc, au lieu de parler de reproduction, au lieu de parler, comment dirais-je, de faire fabriquer du pain ou de recycler de la matière organique, eh bien, on s'est dit que c'était intéressant de le replacer dans le cadre d'une histoire, dans le cadre d'un événement même artistique. On est parti de tableaux d'art, on est parti d'histoire, on est parlé d'un texte de Zola, et on a essayé donc de raconter des histoires et de venir en spiralaire. Alors là, on est assez fiers de nous, je pense, montrer qu'on pouvait faire du spiralaire en SVT de façon assez à grande échelle. Et on a essayé en fait d'emmener avec nous et les enfants, amalgamer les parents, l'entourage, histoire de participer à cette fameuse continuité pédagogique, puisque c'était la commande qui nous était demandée. Et on s'est beaucoup amusé. On a travaillé à deux têtes et on a écrit à quatre mains cet article et on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Merci. Donc on pourra revenir. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Je ne sais pas, Yannick, s'il y a déjà des questions. Non, le chat a tendance à dormir un petit peu. Mais le chat. Il va être secoué très, très rapidement. J'ai juste relancé un petit peu à partir de petits mots que tu évoquais tout à l'heure sur grisante et épuisante. Donc, au-delà, d'abord, il faut poser des questions, intervenir, réagir à ce que vous entendez, puis éventuellement ajouter des petites choses autour de ce grisante et épuisante. Peut-être d'autres adjectifs, d'autres façons de caractériser la période qui pourraient animer un petit peu ce chat endormi. Pour rebondir sur grisante et épuisante, le petit ou, je mettrais un et à la place, parce que finalement, dans les discours des enseignants, c'était à la fois grisant et à la fois épuisant. Je pense qu'il y avait un peu des deux. Voilà, il y a des mais aussi qui commencent. Oui, mais on pourrait dire, ça dépend en quel point de vue, on peut dire grisante mais épuisante ou épuisante mais grisante, ça change de perspective. Mais le et, effectivement, est important. Absolument. Le titre de l'article de Yael Boublil, c'est « Mieux préparé, mais plus stressé ».
ces mets hein, sont assez caractéristiques de la manière dont la période a été vécue. Oui, c'est ça. Donc, je vais revenir à Jacques, justement. Dans l'introduction, tu as parlé d'un effet de loupe. Qu'est-ce que tu entends par là et en quoi, qu'est-ce que c'est la loupe nous a Oui, permis de voir? effet de loupe. Une loupe, ça grossit. Hein. On aurait pu employer d'autres images, hein, celle d'un révélateur ou d'un projecteur sur en fait des problèmes récurrents de l'école, de l'école française. J'en prends deux ou trois exemples. Le travail en équipe. Hein, Fanny et Christophe viennent d'insister sur l'intérêt du travail en équipe, l'enthousiasme qu'il peut y avoir à certains moments à se retrouver avec d'autres et à avoir hein, l'enrichissement, la confrontation. Bon. Mais en fait, hein, très souvent, dans les établissements, c'est pas ce qui se passe. Et ne serait-ce que pour coordonner le travail donné à la maison en temps habituel ou coordonner ses exigences, on est au contraire dans une grande incohérence dans beaucoup d'établissements secondaires où ce serait pourtant précieux. Et quand tout se passe à la maison, comme en période de confinement, et ben ça devient particulièrement problématique et ça prend des proportions extrêmement importantes. Ou bien la place des parents, hein, que ça vient déjà d'être souligné par l'heure. Hein, dans enfin quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est la méfiance hein, entre enseignants et parents, même méfiance mutuelle, voire disqualification mutuelle, ce qui pèse sur la réussite des élèves, pris dans des conflits d'appartenance. Et là, dans la période, il s'est passé des choses extrêmement importantes du point de vue des relations entre les enseignants et les parents qui vont même jusqu'à des choses que certains enseignants ont pu ressentir comme des intrusions, hein, qui pouvaient à certains moments ne pas mettre à l'aise, mais qu'ils ont aussi et que beaucoup ont ressenti comme une richesse, travailler sous le regard des parents. Hein. C'est quelque chose de complètement nouveau hein, et dont certains ont trouvé que c'était tout à fait intéressant à de multiples points de vue pour mieux se comprendre, pour amener les parents à peut-être à reconnaître la nature du travail des enseignants, mais aussi pour pouvoir mieux aider les enfants. Et puis aussi l'inverse, hein, une compréhension par les enseignants, dans certains cas, de conditions de vie de leurs élèves dont ils n'étaient pas forcément toujours complètement conscients. Bon, la question aussi des inégalités d'apprentissage, là aussi, la période a porté un effet grossissant, un effet de loupe sur ces inégalités d'apprentissage socialement déterminées, mais que l'école française exacerbe, hein, on le sait à travers les évaluations internationales. Hein, d'autres systèmes scolaires ne sont pas aussi inégalitaire. Hein, et c'est apparu particulièrement crûment dans la période, avec des effets quelquefois caricaturaux. Hein, et c'est dommage que Caroline, on ne le dira jamais assez, non seulement hein, en compatit parce qu'elle est dans son lit, mais c'est dommage qu'elle ne puisse pas témoigner de son article, mais il faudra que vous alliez le lire dans le dossier, hein, où elle s'inscrit en faux avec une certaine
certaine virulence contre la réaction de certains collègues qui en arrivent à dire ne faisons rien parce que l'enseignement à distance va encore accroître les inégalités. Hein. Il y a des décrocheurs, certes, certains élèves ont décroché, hein, mais c'est sans doute à travers ce qui se passe d'habitude que le décrochage trouve son origine. Bon. Donc, il y a au contraire des situations, et plusieurs articles en témoignent bien dans le dossier, hein, qui évitent le décrochage quand on passe à distance, parce que l'autonomie, la mobilisation des élèves est travaillée bien en amont. Oui, d'autant que il y a eu des périodes aussi de reprise, de partiel en présentiel. Et est-ce qu'on a toujours profité de cette période pour former les élèves? Parce que Caroline raconte justement comment elle forme les élèves, ne serait-ce qu'à rédiger des mails ou des choses comme ça, qui sont basiques et qui devraient être enseignées à l'école. Mais je voudrais poser la question, et après on donnera la parole à Yannick pour voir si le chat s'est réveillé. Christophe, donc tu as aussi en charge des élèves d'Ulysse, donc des élèves qui ont des handicaps parfois lourds. Et comment ça s'est passé pour eux avec la distance? Alors, là aussi, hein, comme avec l'UMNI, c'était terra incognita, puisqu'on n'avait jamais utilisé ce genre de média avec les élèves, puisque ce sont en l'occurrence mes élèves des enfants déficients cognitifs irréversibles. Donc l'outil informatique n'était pas acquis, et en fait, c'est une belle surprise. Tout à l'heure, on parlait de est-ce enivrant, est-ce épuisant. Et bien là, c'était plus qu'enivrant, et c'était au-delà de tout ça, c'était une très belle surprise. En fait, on ne pouvait plus faire de l'étayage tel qu'on le faisait en classe, qu'on fait habituellement, mais il s'est mis en place une autre relation. Là, les parents ont encore une fois été assez aidants. Ils ont été des soutiens, ils sont restés à distance, mais suffisamment présents pour pouvoir étayer au moins techniquement les élèves. Et en fait, certains se sont révélés. Peut-être parce que ces élèves, alors on peut l'ouvrir à tous les élèves en difficulté, hein, pas simplement aux élèves en Ulysse, et pas simplement aux autres types d'élèves que je rencontre, c'est qu'en fait, l'environnement de la maison, un environnement bienveillant, tel qu'il peut être, hein, moi je vois les choses positives, hein, j'ai l'habitude de plutôt regarder ce qui fonctionne bien, a permis quand même de révéler certains enfants, a permis de mettre en valeur des compétences qui sont parfois ignorées en classe, parce que peut-être trop de stimulation dans l'entourage. Et on a vu des choses se faire. Alors évidemment, j'insiste pour dire qu'on n'a pas construit beaucoup de savoir, qu'on a plutôt continué à stimuler, à éveiller des choses déjà acquises et à pratiquer la continuité pédagogique. Mais je dois avouer que ça a été des surprises extraordinaires, épuisant pour moi, parce que c'était compliqué de travailler avec des élèves en difficulté face à un écran, ils s'agitaient dans tous les sens. Et en même temps, j'ai gardé le contact avec eux. Et d'ailleurs, quand on est rentré, mes élèves me disaient que j'étais beaucoup plus sympathique sur un écran qu'en réalité. Donc finalement, ils en ont certainement peut-être tiré un peu parti. Mais c'était une aventure, là, pour moi, qui était vraiment innovante. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, que ça permettait de voir des choses et de mettre en exergue des compétences d'élèves et de mettre en valeur des choses. Et personnellement, je trouve que là, il y a à tirer quelque chose d'assez enivrant et d'enrichissant pour nous, enseignants, et pour nous, pédagogues. Merci pour ces paroles optimistes. On aime bien au cahier pédagogique, de toute façon, l'optimisme et le positif. Donc Yannick, là, je crois qu'il y a quelques messages sur le chat. Oui, le chat est bien réveillé là. Avec d'abord la question des qualificatifs de la période qui a un peu moussé, alors frustrante, stimulante, enivrante, frustrante qui revient à plusieurs reprises, grisante, et puis toujours les mais et les et qui dialoguent pour nous dire effectivement toute la richesse, et puis aussi je crois, elle dit le soulagement de voir les choses sans doute à terme revenir à autre chose avec la présence en continu des élèves et des enseignants. Deux, trois questions qui vont permettre de poursuivre sans doute. Il y avait une question sur les aspects positifs qui a été bien engagée dans la réponse, dont des morceaux de réponse ont été bien engagés par Christophe. Il y avait aussi une remarque et une question qui mériterait qu'on y
qu'on consacre quelques instants. C'est la question de l'investissement des élèves. Parce que nous avons souligné, nous, dans les articles qui ont été évoqués, l'importance de l'investissement des profs et de l'offre, si l'on peut dire. Mais cette offre, évidemment, sans doute ne suffisait pas. Il ne suffisait pas que le prof soit plus sympa, Christophe, à l'écran qu'en présentiel, pour que cela déclenche automatiquement l'investissement des élèves. Donc, si vous avez des choses à dire sur cette question de l'investissement, et puis ensuite, on reviendra aussi sur la question des Ulysse, à nouveau avec Christophe, sans doute. Qui veut intervenir là-dessus? Oui, c'est quelque chose qu'on trouve souvent indiqué, à côté du fait que certains élèves n'ont plus donné signe de vie au désespoir de leurs enseignants. D'autres se sont révélés, et pas seulement dans les Ulysses. C'est ce qu'on voit notamment dans l'article de Patrick Rayou. Des enfants qui démarrent parce que ils présentent ils se présentent sous un nouveau jour avec des capacités insoupçonnées de leurs enseignants et des parents eux-mêmes. Et puis des élèves qui gagnent en autonomie, des élèves qui, on a pas mal de témoignages aussi dans ce sens-là, des élèves qui, à travers des façons de travailler renouvelées, qui prennent un nouvel intérêt pour ce qu'il leur est proposé, des élèves aussi à qui, dans des situations de petits groupes ou voire des situations individuelles, parce que certains collègues dans cette situation-là ont pratiqué presque des leçons particulières à distance, donc qui ont pu aussi être raccrochés de cette manière-là. Donc un paysage très, très, très divers, mais avec un certain nombre de choses positives. D'ailleurs, en complément de ce hors-série, les Cahiers ont aussi publié un livre collectif qui est paru pendant l'été dernier, donc moins de recul encore, Construisons ensemble l'école d'après, Sylvain Connac, Jean-Charles Léon et moi-même, qu'on a coordonné ensemble. Et dedans, il y a aussi des témoignages très intéressants d'élèves, notamment de classe, où certains élèves disant qu'ils ont peur du retour en classe, qu'ils étaient dans le confort parce qu'ils pouvaient parler sans problème, plus franchement. Et puis aussi des élèves s'exprimant davantage. C'est des témoignages sur des ateliers philo à distance qui ont eu lieu, donc animé Jean-Charles en particulier, où les élèves s'exprimaient davantage qu'en classe. Ce qui pose question aussi par rapport à la classe. C'est justement, c'est inquiétant que des élèves justement disent ça d'une certaine façon. Christophe, tu voulais peut-être ajouter ou Fanny ou Laure? Moi, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte de la grande difficulté, c'est que il y a beaucoup d'induits avec des élèves en difficulté, il y a beaucoup de postures, et on n'avait pas la possibilité de mettre en place en classe. On a une façon d'accompagner des élèves en difficulté, des élèves d'Ulysse, avec des postures, des sourires, des regards, et que l'écran nous a un peu éloignés de tout ça. Et il a fallu mettre en œuvre peut-être des consignes un peu plus précises. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui a révélé certains élèves, puisque les consignes étant formulées différemment, étaient envoyées peut-être en amont, avaient été peut-être mieux digérées par les élèves. Donc moi, personnellement, je pense qu'on avait à apprendre, de cet outil, et que même si on l'a fait de façon urgente et que ce n'était pas simple, et qu'on a tous souffert de cette distance par rapport à nos élèves, il n'en demeure pas moins qu'en termes de pédagogie, il y a des nouveaux canaux
Et je pense qu'on a à apprendre pour les années à venir à exploiter ces canaux, mais vraiment en termes de posture, en termes de communication, quel regard physiquement, quel regard on porte sur nos élèves et qu'est-ce qu'il dit ce regard et comment on peut pallier à une absence ou au contraire surfer sur la vague de manière à pouvoir faire autre chose, innover. C'était l'occasion pour moi d'innover et je pense qu'on manque cruellement d'innovation dans notre système. Ouais, je suis d'accord avec Christophe. C'est vrai que c'était vraiment l'occasion de se remettre. On n'avait pas le choix, forcé d'innover dans tous les cas. Nous, l'UMNI, c'était voilà, c'est un truc à part, mais avec nos élèves, c'était pareil, en face à face, en visio, ou que ce soit par des consignes papier, enfin écrites, envoyées par mail, etc. Ça nous a questionné pour être le plus explicite possible, sans être vraiment, comme disait Christophe, dans le geste et voir tout de suite que l'élève n'a pas compris, on est embêté. Donc, c'est ce questionnement-là qui est positif, c'est-à-dire comment j'explicite tout ce qui est de l'explicitation pour les élèves, c'est du bonus pour nous, c'est-à-dire que nous, on progresse et plus on progresse, mieux on est avec nos élèves et mieux on explicite et mieux c'est. C'est ça qui est positif. Et toujours, question pour Fanny, donc vous avez fabriqué un outil, une vidéo avec des professionnels quand même. Et donc, est-ce que cet outil peut être réinvesti? Est-ce que transféré? Et quelle perspective ça ouvre par rapport aux classes inversées? Puis avec cet aspect qui m'intéresse beaucoup, parce que je milite beaucoup pour ça, c'est l'introduction du récit, du narratif dans les sciences, mais ailleurs aussi. Et je pense que c'est aussi une perspective, présenter autrement le savoir, dire deux mots. Oui, alors en SVT en tout cas, alors c'est vrai que le format de l'émission Lumni, c'était 30 minutes maximum. Donc si on le réutilise en entier, c'est un petit peu long. Je sais que pour certains collègues, ce qu'ils ont fait l'année dernière, en fin d'année, pour finir leur programme, ils l'ont utilisé en entier, en faisant des coupures, en parlant avec leurs élèves, ça ils l'ont fait. Après, pour le réutiliser en classe inversée, en SVT par exemple, nos IPR, ils ont fait des découpages très précis du temps. Donc on peut découper en morceaux et se dire je vais utiliser de la minute 7 à la minute 10. Je demande aux élèves de regarder ces temps-là. De toute façon, que ça soit n'importe quelle matière dans toutes les disciplines, les cours qui ont été faits pour l'UMNI, ils sont disponibles, ils restent disponibles, ils sont à l'éducation nationale et donc ils sont utilisables. Et après, ça permet, en plus, il y a accès aux diaporamas. Donc, il faut un peu les retravailler, mais on peut justement réutiliser ces diaporamas qui ont été projetés en même temps que l'émission pour mettre en activité les élèves ou compléter avec d'autres activités qu'on peut imaginer aussi. C'est un support de travail, c'est un nouveau support de travail. Oui, et puis, si je peux me permettre, c'est un matériel qui a été fabriqué par nous, mais sous le contrôle de l'institution. Et pour nos collègues enseignants qui se demandent parfois qu'utiliser avec nos élèves de manière à ne pas à être vraiment dans la ligne, alors je n'aime pas trop dire ça, mais la ligne du parti, c'est-à-dire d'être sûr qu'on n'est pas en train de s'écarter de programme, et c'est particulièrement vrai en sciences, mais on a rencontré tous les enseignants qui faisaient ce travail pour France Télévisions, ça donne la possibilité d'un matériel pédagogique qui est un matériel pédagogique qui a le tampon de l'éducation nationale, ce qui permet à tous les enseignants non pas d'utiliser comme ça, mais peut-être de prendre comme étant un moyen, comment je dirais, aussi de se former, de s'informer. Il y avait eu un projet d'ailleurs d'utiliser ces vidéos pour former les jeunes enseignants, non pas qu'on soit parfait, mais en tout cas on proposait des choses dans le spiralaire, je reviens, mais aussi dans la narration. Et donc je pense que c'est important que les enseignants comprennent qu'au-delà et par derrière nous, enseignants, nous juste animateurs TV en fait, il y a un travail institutionnel. Il y avait les inspecteurs généraux qui se sont intéressés à ces choses-là. Ce n'est pas que les inspecteurs, il y avait tous les inspecteurs, y compris ceux qui sont concepteurs de programmes. Et donc, ça laisse un document qui peut être utilisé pour les élèves, mais pour les enseignants aussi, et qui peut continuer dans le temps à rester un matériel pédagogique utile. Pédagogie inversée, ça peut éveiller chez les élèves de la pédagogie différenciée pour ceux qui n'auraient pas compris. Ça peut aussi permettre de démarrer quelque chose. Donc là, on a un objet qui est assez innovant finalement, qui mérite d'être certainement amélioré et redécoupé, travaillé, disséqué par les enseignants. C'est du matériel brut quasiment.
Ceci dit, il me semble que SVT est une discipline où les inspecteurs sont assez ouverts aux innovations. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les disciplines. Mais pour être vraiment honnête, on a travaillé avec toutes les matières puisqu'on s'attendait en cas de confinement, on passait des heures dans les studios à attendre de pouvoir être maquillé et pouvoir être, même si ça ne se voit pas, on était un peu travaillé pour être un peu moins moche. Et en fait, on discutait avec tous ces enseignants qui travaillaient comme nous et tous étaient dans la même dynamique, celle de proposer quelque chose de neuf dans ce cas particulier et avec toujours un inspecteur général de chaque matière présent et prêt à nous arrêter dès qu'un mot ne convenait pas. D'accord, d'accord. Alors, je vois dans le chat que il y a des objections hein, qui sont des objections qu'on se fait sans doute tous, en particulier concernant les plus jeunes enfants, hein, l'addiction aux écrans. Et peut-être que la manière de lutter contre ça, c'est des pratiques où les élèves eux-mêmes font des produits audiovisuels, présentent des choses, participent à des projets. Et ça aussi, on en a des exemples, y compris dans des situations que certains enseignants ont favorisé pendant le confinement, d'échanges entre élèves. Pour faire partager des passions ou des expériences par les élèves qui ne pouvaient plus se rencontrer physiquement pendant la période. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet, mais je vais donner la parole à Laure justement peut-être qu'il y a des éléments là-dessus, un petit effet du fait que l'école se soit davantage emparée des outils de communication virtuelle, un petit effet sur la réflexivité des élèves sur ces outils-là eux-mêmes. Est-ce que les élèves n'ont pas eu l'occasion de prendre un petit peu de distance avec ces outils parce que l'école s'en emparait? Ou bien est-ce que c'est juste un fantasme de ma part? Après, pour rebondir un peu sur Jacques, et en même temps, pour rebondir sur ta question, Yannick, c'est vrai que les enseignants ont utilisé le numérique principalement pendant le confinement pour garder ce lien avec les élèves, pour garder ce lien avec ces familles. Et ça a été l'occasion, en fait, ça a été un vecteur de communication pour, par exemple, sortir aussi des sentiers battus, c'est-à-dire que pour sortir du très scolaire, du trop scolaire, des fois pour proposer des projets, des petits défis, pour se filmer, pour monter des choses, pour prendre en photo, pour l'envoyer aux camarades de classe, mais aussi à l'enseignant, pour monter un blog, pour se lancer des défis de famille en famille. Et ce sont des choses qui se sont vues beaucoup dans le premier degré, essayer de renouveler des pratiques, faire de l'entraînement, mais de manière un peu plus ludique, avec d'autres outils. Donc le numérique a permis cette connexion-là, a permis ces échanges-là. Après, oui, l'école s'est emparée des outils numériques et les enfants se sont emparés des outils numériques, mais des outils numériques utilisés autrement, c'est-à-dire qu'entre leur usage de leurs outils, de la tablette dans leur maison pour, voilà, dans un contexte scolaire ou dans un contexte familial, hors scolaire, il y a une différence et ils ont sûrement acquis effectivement des compétences numériques comme les enseignants ont pu acquérir des compétences numériques avec des nouveaux outils. Zoom ou l'ENT ou d'autres outils comme ça ont été familiarisés dans les pratiques de tous les côtés et surtout dans le premier degré où en fait ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est très peu courant. La formation à distance n'existait quasiment pas, sauf dans des cas rares où quelqu'un montait un projet spécifique pour ça. Donc, oui, c'est un peu de l'éducation aux médias, hein. L'utilisation de la vidéo, si on peut pas, enfin, on fait partie d'un monde numérique, les enfants encore plus que nous, donc si, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Par contre, l'utiliser et les guider dans l'utilisation, c'est plus, surtout dans des contextes difficiles, c'est un moyen d'accrocher tout le monde, d'accrocher le plus possible tous les élèves. Et je pense aussi que c'est un peu l'optique, c'est est-ce que les obstacles qui se dressent forcément, y compris matériels,
Est-ce que ça nous donne un alibi pour ne rien faire ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions? Et par exemple, il y a un article sur l'utilisation du groupe WhatsApp en formation d'adultes dans le cadre de l'alphabétisation. C'était le seul moyen de communiquer. Voilà, et c'est intéressant avec tous les problèmes que ça pose. En plus, les problèmes des enfants ou des gens, là en l'occurrence c'est des adultes, qui sont chez eux avec d'autres enfants, ou des enfants qui sont là avec leurs frères et sœurs, avec bon, toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on en fait un obstacle infranchissable ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions? Puis j'aimerais aussi vous interroger sur, on n'a pas trop parlé jusqu'ici de l'hybride, c'est-à-dire comment articuler présentiel et distanciel. Et c'est peut-être une question qui va se poser de plus en plus. Alors l'hybride, en fait, soit simultané, qui se pose relativement au lycée à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, avec les demi-groupes, et puis l'hybride successif, c'est-à-dire une phase, comment on articule les deux, le distanciel et le présentiel, pendant la période de pandémie, qui peut se reproduire malheureusement, mais aussi en général, dans une période normale, est-ce qu'on peut travailler aussi là-dessus? Et c'est l'ambition des classes inversées d'ailleurs. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Moi, je veux bien, parce qu'en terminale, S, ça a été un problème, puisqu'au départ, ça semblait assez simple. Lorsqu'on était en hybride, il suffisait de filmer le cours. On avait une partie des élèves au présentiel, une partie en distanciel. Au départ, ça paraissait simple. Et puis, après les longs confinements, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas possible et qu'on n'avait pas la même façon de fonctionner en distanciel et en présentiel. Et je me suis rendu compte qu'on avait certainement changé, nous aussi, dans nos pratiques. Les élèves ont changé aussi dans leur relation avec l'objet virtuel. Et on a changé, ils ont changé. Ils nous ont beaucoup appris, en fait, ces jeunes, à utiliser les choses. Et finalement, maintenant, je suis personnellement pas capable de faire un cours correct avec une partie des élèves en présentiel et une partie en distanciel. C'est ça qui a changé. Donc, je pense que c'est parce que les élèves ont adopté une autre façon de travailler avec l'ordinateur, en distanciel, et une autre façon de travailler en présentiel. L'hybride, peut-être, est une chose qu'on va devoir vivre, j'espère pas régulièrement, mais en tout cas, on a changé nos pratiques. Et là, c'est intéressant, il faudra peut-être digérer tout ça et le décrypter dans quelques mois pour savoir ce qui a changé, ce qui est à prendre et ce qui est peut-être à laisser. Yannick, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de questions non, mais beaucoup d'interventions et toujours sur le mode de l'attention, justement. L'hybride est peut-être le lieu principal enfin le révélateur de ces tensions, qui sont aussi de plus en plus dans les remarques, au-delà des tensions techniques, si l'on peut dire, sur l'objet, par exemple, mais qui sont des réflexions plus larges sur ce que nous voulons faire de l'école. Et c'est peut-être on pourrait donner la parole à Catherine Urti qui nous disait en début de chat tout à l'heure qu'elle interviendrait bien sur ces questions, puisqu'elle nous a donné aussi un très bel article qu'évoquait Jacques en début de chat sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Merci Jacques, effectivement, d'avoir parlé de cet article. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. En fait, oui, moi je trouve que les tensions effectivement qui sont nommées, effectivement, il y a les tensions techniques, concrètes, etc., puis un épuisement devant les écrans. Mais moi, j'ai ressenti avant tout des tensions internes concernant les valeurs en fait qu'on défend. D'une part, d'abord, une première tension autour de la notion de sécurité. Moi, personnellement, je suis une fervente défenseuse de non au risque zéro, non au dogme du risque zéro. La vie, c'est prendre des risques. Donc, quand on m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi pour protéger une partie de la population qui allait être malade, enfin, moi, j'ai mis des semaines et des semaines avant de l'admettre. Je crois que je ne l'ai toujours peut-être pas admis aujourd'hui, même s'il faut bien voir la réalité de la pandémie. Mais c'était totalement contraire à mes valeurs éducatives, en fait, cette idée. Déjà, premièrement. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a effectivement été grisé par notre inventivité pédagogique, notre mobilisation, tout ce que vous avez décrit et que j'ai vraiment vécu, et qu'on a été très nombreux à vivre, et bien comme le disent des personnes dans le chat, on voyait s'aggraver les inégalités. Et du coup, quand on est défenseur depuis longtemps d'une école ouverte pour tous les élèves, et du tous capable, comment continuer ce tous capable finalement à distance, ça a été quand même... je pense pour nous tous extrêmement compliqué. Personnellement, j'étais en maternelle, donc je rejoins une collègue dans le chat qui dit qu'on a eu cette inventivité autour de la manipulation. Effectivement, on a cherché
à se dire, on ne va pas laisser les enfants, bien entendu, devant des écrans toute la journée, mais on va proposer des activités à leurs parents qu'ils vont faire pour de vrai dans les maisons, etc. Voire à l'extérieur, puisque moi, je leur rappelais sans cesse qu'ils avaient le droit de sortir 1 heure par jour et qu'il fallait aussi qu'ils sortent et tout ça. Mais en même temps, les parents qui étaient empêchés pour un certain nombre de raisons, matérielles, professionnelles ou sociales ou culturelles, de faire cet accompagnement avec leurs enfants, et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas faire la même chose que ce qui se passe à l'école. Et donc là, on a bien été obligé de constater qu'on creusait nous-mêmes l'accroissement des inégalités. Voilà, donc je crois que c'est toutes ces tensions qui ont fait que j'ai exprimé côté ombre et côté soleil, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de plaisir, effectivement, que je partage avec les collègues sur l'inventivité, sur la relation avec les familles, qui était formidable par plein de côtés. Et les discours sur la relation aux familles ont quand même énormément changé dans cette période, non? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai que moi, je fais partie des enseignants, comme beaucoup, qui avaient déjà construit beaucoup de relations avec les familles. Et du coup, je me suis totalement appuyée sur ce que j'avais déjà mis en place. J'avais la chance d'avoir pratiqué, par exemple, des entretiens individuels. Donc, je connaissais bien chaque famille et je me suis totalement appuyée là-dessus. Mais on a vu beaucoup de collègues découvrir la relation avec les familles. Et ça, on espère que ça laissera des traces. Même si, malheureusement, avec les consignes autour du protocole sanitaire, on voit beaucoup d'enseignants qui souffrent de laisser les parents dehors, mais on en voit d'autres aussi qui se réfugient un peu frileusement derrière le fait que les parents restent dehors. Et il y a des allers-retours comme ça autour de la relation avec les familles. Hein. Dans ce qui se passe actuellement, c'est à observer finement aussi les conséquences. Oui, on pourrait dire que l'effet de loupe, c'est aussi sur les valeurs. Il y a un effet de loupe sur les valeurs. Tout à fait. Il y avait d'autres remarques, Yannick, dans le chat? Non. Oui, d'ailleurs, je signale que Catherine a écrit un article qui va paraître bientôt sur l'école dehors, puisque le mois de juin, il y aura un numéro des cahiers pédagogiques sur apprendre dehors et l'expérience de Catherine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'école dehors, il y a aussi du numérique à travers des smartphones, etc. Et il y aura un webinaire aussi là-dessus fin juin, 26 juin, si je ne m'abuse. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ces sujets, sur les familles. Laure, tu as dit déjà un certain nombre de choses sur les familles. Est-ce qu'il y a d'autres observations que tu voudrais ajouter dans l'enquête? Ça rejoint globalement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça a eu un effet de projecteur sur des problèmes récurrents qu'il y a dans l'école en général, dans le premier degré. Donc je vois que peut-être que dans le secondaire, c'est la même chose. Et effectivement, le fait que les protocoles sanitaires actuels peuvent refroidir certains enseignants, je rejoins tout à fait ça. Là, je vois que dans les questions qui sont posées un peu dans le chat, il y a la question des transformations de la formation. Je rebondis un peu dessus. Est-ce que vous parlez dans ce numéro de la transformation de la formation avec le numérique? Il faut savoir que les enseignants, lors du confinement, ont été un peu pris au dépourvu, dans l'urgence, comme tout le monde. Et ils ont dû effectivement user de leur créativité, mais en n'ayant été pas ou peu formés sur cet enseignement à distance, les enseignants qui ont des formations en présentiel d'ordinaire, mais également à distance, eux de leur côté, sur des sujets variés, bien sûr, sur les disciplines, mais aussi sur l'enseignement à distance. Donc, ça ne les a pas forcément avantagés dans la chose. Ils n'ont pas été formés pour, et en même temps, les familles non plus. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire comme ils pouvaient. Ils avaient les outils, mais après, il faut savoir les utiliser à bon escient dans un cadre scolaire. On pourrait dire beaucoup d'auto-formation, beaucoup de co-formation et beaucoup de demandes de formation qui sont nées Tout à fait. de cette période.
Et il n'était pas rare de voir des collègues qui s'entraidaient et qui se formaient entre eux pour s'aider, parce que des collègues n'avaient jamais touché à un ordinateur et ont essayé de ne pas passer en version papier, ou sont passés en version papier à envoyer des choses à imprimer aux familles, mais se sont rendus compte que les familles n'avaient pas tous des imprimantes, n'étaient pas tous dotés des mêmes outils, donc ont dû communiquer par téléphone, par ordinateur, par les réseaux sociaux. Parfois, ils ont été obligés à ce moment-là du confinement, parfois de passer par ça parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour les familles. Et donc oui, l'auto-formation, la formation entre pairs s'est développée à ce moment-là. Peut-être un mot sur les outils, puisque la dernière partie du dossier, dans la dernière partie du dossier, on a adopté une approche à partir des outils, c'est-à-dire pour essayer de montrer la diversité des outils qui ont pu être adoptés et comment tel ou tel outil pouvait être particulièrement adapté à telle ou telle situation. Alors c'est là qu'apparaît l'article de Fanny et Christophe à propos de leur production sur le NI, mais on a aussi un article de Mélisse Rousseau en maternelle avec où elle montre son utilisation de Book Creator, un article sur l'utilisation de Tactiléo, un article sur WhatsApp, utilisé par Florence Castinco en situation d'apprentissage du français avec un groupe d'adultes, le français langue étrangère, et puis d'autres outils qui sont présentés par Caroline. Donc une approche non pas technique, mais qui sont des articles qui essaient de montrer comment on peut aller chercher les outils dont on a besoin en fonction de ses besoins. Juste. Et là, on a parlé de la formation au numérique. Il y a aussi d'ailleurs la question de la formation avec le numérique. Et est-ce qu'il n'y a pas une tentation qui risque d'advenir de sacrifier au confort du distanciel pour la formation des enseignants? Et alors qu'on voit aussi, et c'est aussi quand même avec les élèves aussi, finalement le distanciel révèle aussi l'importance des relations humaines, du contact, de l'informel, et aussi bien pour les enseignants que pour les élèves d'une certaine façon. Mais on observe un peu les mêmes types de tensions à l'œuvre qu'on les a avec les élèves dans la formation continue des professeurs des écoles. La pandémie a percuté aussi la mise en œuvre, la mise en place de modalités qui s'appellent ici ou là des constellations ou des ateliers collectifs, voire des lesson studies, ou qui essayait d'introduire un petit peu plus d'horizontalité et de travail collectif des enseignants dans leur formation, avec toutes les limites que ça peut comporter. Et tout d'un coup, ces choses qui devaient se faire en groupe, en présence, avec beaucoup de collectifs, ont dû se faire avec les outils du distanciel. Et il y a toute une réflexion que ça doit entraîner, parce que, comme pour les élèves, ça a libéré un certain nombre de paroles, ça a permis à un certain nombre d'enseignants qui, d'habitude en formation continue, se tiennent à l'écart, sont prudents, ça les a autorisés à intervenir, à s'investir. Et puis, évidemment, ça a aussi eu l'effet inverse avec d'autres enseignants, et parfois avec les mêmes successivement, de rejet du fait de la moins bonne maîtrise de la technologie, puis aussi du fait que ça ne marchait pas tous les jours, les outils de travail collectif comme ça à distance. Donc, le constat doit être à peu près le même si pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup d'enquêtes ou de travaux de chercheurs qui s'étaient intéressés à cette dimension-là. Et ce qu'on peut constater, et vous nous direz, Fanny et Christophe, si vous constatez les mêmes choses dans le secondaire, mais moi, dans le primaire, on accorde peu, j'ai l'impression, de temps pour les enseignants
pour se faire un retour, un feedback de ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qu'ils peuvent en tirer, leur laisser le temps de discuter entre eux sur ce sujet-là pour en tirer des choses positives, négatives, voir ce qui était bon à prendre et on va continuer à l'utiliser, pourquoi pas retravailler là-dessus, parce que finalement, j'ai l'impression que certaines formations, on garde les mêmes thématiques et on va continuer sur ça, en accrochant de temps en temps ce qui s'est passé pendant le confinement, mais très peu, et finalement, pas de discussion assez libre comme ça. Moi, si je peux intervenir en terminale, ça a été l'occasion de quelque chose d'assez, j'y pensais pas du tout, mais comme on avait la préparation au grand oral et qu'on était en même temps en distanciel, pardon, et ben tout d'un coup, j'ai dû apprendre, on s'est formé entre autres avec Cyril Delay, qui est spécialiste de l'oral, et on a beaucoup échangé avec lui pour savoir comment on peut travailler à distance l'oral. Le grand oral, c'est assez paradoxal à distance, et ça a permis d'ouvrir avec les terminales une grande discussion sur ce qu'ils avaient vécu pendant le confinement, et puis aussi ce qu'ils vivraient certainement, puisque maintenant, il y a beaucoup de nos élèves qui, lorsqu'ils continuent leurs études, iront travailler à l'étranger, et qu'en général, pour trouver quelque chose à l'étranger, les premiers contacts avec les écoles et avec les employeurs se font en distanciel. Dans les entreprises, le distanciel est devenu vraiment un outil extrêmement exploité. Donc, ça a été l'occasion peut-être de réfléchir à cela. Une de nos missions, et je parle principalement du lycée, même si ça se prépare au collège, et déjà dans les cycles 2 et 3, c'est de se dire l'oral à distance, c'est aussi de l'oral. Et c'est un outil différent et c'est une posture différente. J'ai appris à former des enseignants et à travailler avec des élèves en leur demandant de se mettre debout derrière leur ordinateur, alors que là, on est tous assis et que ce n'est pas forcément la meilleure posture pour communiquer. Et il y a des choses qui s'ouvrent et on a pu entendre que les élèves avaient souffert d'être assis, d'être un peu finalement spectateurs comme à la télévision. Je pense qu'il y aura à beaucoup discuter. On a plusieurs années devant nous en tant qu'enseignants à discuter entre nous et avec nos élèves de ce qui a été positif et surtout de ce qui a angoissé. Moi, j'ai vu des enseignants, des jeunes enseignants qui avaient juste le CAPES et qui étaient très angoissés par la situation. Mais je crois que oui, c'est important, y compris de s'interroger sur comment fonctionne un webinaire. Nous, on s'est interrogé aussi là-dessus, on travaille là-dessus, sur les webinaires des cahiers pédagogiques. Mais justement, on a essayé de faire une forme un peu vivante. On voit que j'ai suivi des fois des webinaires où les gens parlent pendant un quart d'heure, c'est très dur quoi, à suivre. On a essayé d'avoir une formule avec des questions brèves, des réponses courtes et tout ça. C'est aussi une réflexion qu'on mène en général, pas seulement et dans la formation, mais avec aussi quand même la tentation du confort de dire on va renoncer au présentiel, parce que c'est vrai que c'est bien, on n'a pas à faire des kilomètres avec du mauvais temps pour rejoindre le lieu de la formation, mais on n'a pas le repas convivial, les échanges informels, etc. Peut-être on arrive à la fin du webinaire, qu'on ne veut pas faire trop long là aussi. Et finalement, si on reprend la formule du ministre, nous sommes prêts, on a, pour conclure, on pourrait poser la question, est-ce que vraiment nous sommes prêts, nous avons été prêts, revenons pas trop sur le passé, mais plutôt, encore qu'il faille tirer des leçons du passé, mais sommes-nous prêts à affronter demain ce défi du numérique que, de toute façon, qui existe. Et Caroline, si elle était là, je pense, insisterait aussi là-dessus, puisqu'elle a aussi écrit enfin, on s'occupe du numérique sérieusement, et la France n'étant pas forcément très avancée sur ce point. Donc, est-ce que vous pourriez donner votre réponse personnelle à la question « Sommes-nous prêts ?» Quelqu'un se lance. Sans doute un peu plus près qu'avant le confinement, certes. Vas-y, Fanny. On apprend de nos expériences. Nous, en SVT, on est une science d'expérience. Et effectivement, là, on a expérimenté des choses. Donc, on a des outils en plus qui nous permettent de fonctionner. On sait comment fonctionner avec ces outils. Après, forcément, chaque événement, chaque moment par rapport aux événements de la vie vont être un peu différents et donc on devra quand même adapter avec des nouveaux outils qu'on connaît mieux. Donc on est un peu plus prêt, mais est-on vraiment complètement prêt? Jamais. Comme d'un cours en présentiel, on n'est jamais prêt, il y a toujours de l'imprévu, ce qui fait que c'est aussi un métier passionnant. Pour reprendre ce que dit Fanny, évidemment, travailler ensemble, on a des idées un peu convergentes. Je pense qu'on est prêt à se préparer, à être bientôt prêt à ce qui va se passer.
Et finalement, on continue à faire ce qu'on a toujours fait en tant qu'enseignant, c'est-à-dire s'adapter aux situations. On attend quand même que l'institution nous aide un peu plus. Ça, c'est clair. On a eu l'impression ce soir que nous, on parlait beaucoup d'institutions. C'est dit avec Fanny en échange. Mais c'est parce qu'ils ont été support pour nous. Mais on attend beaucoup d'eux. Et on attend aussi quelque chose de neuf. C'est peut-être l'occasion de travailler aussi en distance qui nous permettra de travailler avec tous les cycles, cycle 2, cycle 3, cycle 4, travailler avec les primaires, qui ont tout à apprendre, à nous apprendre en termes de communication, pédagogie différenciée. Peut-être nous, on a d'autres choses à apprendre en lycée, en ULIS. Et c'est de travailler peut-être à trans niveau. Donc, on est prêt à continuer à se préparer et on va continuer à garder ça. Et on va continuer à demander à l'institution de plus que nous soutenir, mais nous donner les moyens de temps particulièrement pour continuer à être toujours dans l'échelle de ce monde qui bouge et que c'est tant mieux. Merci pour cette belle conclusion. Je ne sais pas si Laure, tu veux ajouter quelque chose? Non, dans la continuité tout à fait de ce qui a été dit. Finalement, ça a été un temps, oui, d'anticipation, mais finalement de questionnement. On s'est posé de plus en plus de questions. On a questionné nos pratiques et ça a du bon, à mon sens. Ce qui nous a rapprochés peut-être aussi, c'est ce qui a été signalé à plusieurs reprises par les intervenants du chat, c'est que nous avons repéré davantage les écueils, nous avons repéré les choses qui posaient problème, nous savons jusqu'où il ne faut pas aller. Et nous avons peut-être aussi repéré le bonheur et retrouvé le goût du bonheur d'être ensemble, d'être en présence et la force que ça peut avoir ne serait-ce que, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, de manger ensemble quand on est en formation, de croiser nos élèves dans les couloirs, tout cela aussi, la saveur de cette coprésence-là est aussi un des apprentissages de la période, sans doute. Et en même temps, le distanciel nous a permis ce soir d'avoir des personnes qui sont loin, du Maroc, je crois des Antilles aussi. C'est aussi l'avantage du distanciel. Donc on va en rester sur ces paroles optimistes et positives, mais vigilantes aussi sur l'institution. Sur le HSN, il y a aussi une bibliographie commentée, une cytographie avec beaucoup de références à des sites, etc. Les cahiers pédagogiques continuent à réfléchir à toutes ces questions. D'ailleurs, le prochain webinaire va porter sur un thème qu'on a finalement abordé aujourd'hui, c'est la créativité, puisque le numéro 569 s'appelle « Enseigner la créativité ». Et donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour le mercredi 9 juin à 18h, comme aujourd'hui. Donc, il y aura un webinaire qui regroupera plusieurs personnes qui ont écrit dans le numéro sur la créativité. Et le 26 juin, donc il y en aura 2 au mois de juin, il y aura un webinaire sur le numéro Apprendre dehors. Et puis, fin août, on fera des webinaires pour les débutants dans le métier. On multiplie un peu ça et c'est aussi un moyen de se rapprocher de nos lecteurs ou de nos lecteurs potentiels. Donc, on vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous quand vous voudrez pour d'autres webinaires ou pour diverses manifestations qu'on organise. N'hésitez pas à lire les cahiers. Voilà. Et à nous soutenir aussi parce qu'on en a bien besoin, mais c'est un soutien réciproque. Nous, on essaye aussi de soutenir les enseignants dans leurs initiatives. Donc à bientôt.